Marie-Claude Pietragala, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue au petit déjeuner de Devenir pour agir. Merci de me recevoir dans votre lieu qui vous est si cher, le Théâtre du Corps Pietragala d'Euros. Merci beaucoup de prendre de votre temps à quelques jours et à quelques heures de l'ouverture, de la réouverture des lieux culturels, et nous nous en réjouissons. Alors je voudrais tout d'abord vous citer Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor qui affirme, on lui demandait qui elle était, et voilà comment elle se définit. Je ne suis pas comme les autres, je suis moi-même. Oui. Et vous, Marie-Claude Pietragala, je pense que c'est qui êtes-vous? Je pense que c'est une belle phrase pleine de bon sens et de logique, dans le sens où on ne peut pas toute une vie jouer un personnage. Je pense que c'est important d'être soi-même, d'être dans sa vérité. Il y a plusieurs vérités, mais en tous les cas d'avoir une certaine authenticité. Donc moi je me définis comme une femme qui danse, avec un parcours qui est riche, parce que j'ai commencé la danse dans l'institution la plus prestigieuse en France, qui est l'Opéra de Paris. Puis après il y a eu une sorte d'émancipation où j'ai continué à la direction d'un ballet national. Et puis après, les chemins ont fait qu'avec Julien Doro, que vous avez cité tout à l'heure, nous avons fondé le Théâtre du Corps, qui est une structure beaucoup plus libre, qui nous a permis de travailler avec beaucoup d'artistes prestigieux sur des projets très hétérogènes. On est passé d'artistes bien sûr chorégraphiques, danseurs classiques, contemporains, hip-hop, des gens du cirque, des musiciens, des comédiens. Voilà, chaque projet étant unique. On a travaillé beaucoup avec des artistes, des dessinateurs 3D, pour travailler sur des scénographies un peu innovantes. Voilà, donc j'ai envie de me définir plutôt comme quelqu'un qui est libre, dans la création. C'est excellent, quelqu'un qui est libre dans la création. Vous parliez de projets innovants. Votre objectif est-il de démocratiser la danse? Je ne sais pas si c'est un objectif, mais en tous les cas, je me suis toujours dit que le spectacle vivant était fait pour tout public. Alors la danse, évidemment, c'est quand même un des premiers langages de l'être humain, le corps, le mouvement. Oui, je ne suis pas la première à faire ça. À l'époque, Maurice Béjart l'a fait en son temps, et d'autres. Donc oui, je pars du principe que la danse doit être partout, aussi bien dans l'institution que dans des lieux beaucoup plus populaires. C'est aussi, y a un double chemin à faire. Autant le public fait la démarche d'aller dans des théâtres, mais autant les artistes doivent faire aussi la démarche inverse, c'est d'aller aussi vers le public. Donc je pense que, sans que ça devienne un objectif, mais j'ai quand même envie, ni employer le mot combat, parce que ça serait un peu fort, mais quand même de dire à tous nos décideurs ou à toutes nos institutions publiques que c'est avant tout grâce au public qu'on fait cette aventure artistique, et que les structures en soi sont extraordinaires, mais qui font les structures, c'est bien les artistes qui jouent dedans. Oui. Donc c'est important. Moi, par exemple, je viens de l'Opéra de Paris, et j'ai toujours eu la sensation que c'était les danseurs, les chanteurs, les musiciens qui créaient cette histoire de ce Palais Garnier ou maintenant de l'Opéra Bastille. Donc voilà, je pense que l'artiste comment je pourrais dire ça, a aussi un devoir citoyen. C'est intéressant, un devoir citoyen. Pas un droit, mais un devoir. Donc il y a une certaine obligation finalement que l'artiste doit rendre à son public. Oui, surtout quand l'artiste a été, comme ce qui est mon cas, a été formé par une institution publique. C'est ça. Avec l'argent de tous. Donc je pense qu'effectivement le devoir sur toutes les institutions publiques, alors ce n'est pas notre cas, nous on est une compagnie privée, mais j'ai toujours gardé ce réflexe-là, de travailler sur les publics, de travailler avec les gens, d'aller, non pas
comment je pourrais vous dire, bêtement de leur apporter ce qu'ils veulent, parce que je trouve que c'est bien aussi de faire découvrir à un public des choses nouvelles, mais en tous les cas de ne pas être hors sol, de ne pas être dans la création et de se dire, bon ben voilà, je suis dans la création, mais en fin de compte que ça plaise ou que ça plaise pas, que les gens viennent au rendez-vous ou pas, ça n'a pas d'importance. Non, je crois que au contraire, on fait ces métiers-là en tous les cas pour une communication, une communion, un partage. Une communion et un partage. Quelle est là pour vous vous êtes une très grande artiste, une très grande danseuse étoile. Quelle est pour vous la première définition d'un danseur? Qu'est-ce qu'un danseur? Alors je dirais un danseur ou une danseuse, c'est un homme ou une femme qui danse. Alors vous allez me dire c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose pour moi parce que la définition du danseur est plus académique, elle est plus de l'ordre de la technique, de la virtuosité. Et un homme ou une femme qui danse, c'est au niveau de l'humanité que c'est toute la différence pour moi. C'est-à-dire que on ne se définit pas par notre métier, on se définit en tant qu'être humain qui exerçons cette passion, ce métier, cette passion dévorante qui est la danse. Donc avant tout, moi ce que j'aime en tant que spectateur quand je suis sur scène, quand je suis dans la salle, pardon, c'est de voir l'humanité qu'il y a chez un danseur. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une grande différence pour moi entre un danseur et un homme qui danse. Je vais vous donner un exemple qui vous allez tout de suite comprendre. Pour moi, Fred Astaire est un homme qui danse. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Oui, oui. Parce qu'on voit cette espèce de technique parfaite, de virtuosité, mais au-delà de ça, on voit que c'est un homme qui a une énorme élégance, qui a une maîtrise de son métier, comme pouvait l'être Charlie Chaplin, qui avait l'art du mouvement aussi. Mais on voit l'humanité de tous ces grands interprètes. Moi, j'avais une passion pour Maya Pliskaya, qui était une grande danseuse russe. Et c'est pareil, pour moi, c'était vraiment la définition de la femme qui danse. On est un peu dans la conception de Barbara, qui disait « je suis une femme qui chante ». Oui. Voilà. Elle se définissait pas comme une chanteuse, elle était au-delà de la chanteuse. Cette femme extraordinaire, généreuse, talentueuse, qui aimait, qui avait un rapport très étroit, fusionnel avec son public. C'est une femme qui danse, c'est le titre de votre dernier spectacle. Oui. Et vous reprenez finalement cette distinction assez intéressante entre une danseuse et une femme qui danse. On est dans un cercle d'anthropologie, donc de connaissance de soi. Est-ce que Marie-Claude Pietragala, à travers la danse, tous les jours quand vous exercez, vous entraînez, vous vous découvrez? Oui, il y a une découverte permanente. Alors, en tous les cas, il y a une connaissance aussi qui fait que, vous savez, ça fait des années que je fête là avec cette femme qui danse au Théâtre de la Madeleine à partir du 23 septembre. Je fête mes 40 ans de scène. Donc il y a une connaissance, en tous les cas, du corps, de ce que je suis, de l'appropriation de l'espace, de mon rapport avec la scène, avec le public, avec mes partenaires, de la création, puisque je suis chorégraphe également. Donc il y a toutes ces facettes-là que j'ai réussi à développer. Mais en même temps, il y a toujours une découverte. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Pour moi, cette crise sanitaire, ce Covid a révélé des choses indicibles qui étaient enfouies en moi. Et j'ai eu la sensation que je ne danse plus de la même façon. C'est très bizarre ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que je ne perçois plus le mouvement et la sensation que moi j'ai en tant qu'individu dansant. Elle est peut-être encore plus dans l'urgence qu'avant. Ce fait on a beaucoup souffert, les artistes. On a été ceux qui avons le plus souffert avec les restaurateurs et les gens de l'événementiel. Je parle même les boîtes de nuit, les prestataires de services au niveau du son, de la lumière, tout ça. Enfin, on est vraiment ceux qui avons vécu ça comme quelque chose de terrible. En plus, on nous a dit qu'on était non essentiel. Enfin bon, comme si la culture, l'art était non essentiel. C'est très bon. Ça a été un peu percutant, choquant. Enfin, mais du coup,
il y a maintenant le fait qu'on se dise qu'on va pouvoir remonter sur scène, il y a presque une urgence avec tout ce temps perdu. Surtout que la danse, si vous voulez, un danseur, quand vous lui enlevez 1 an et demi, vous lui enlevez 10 ans dans une carrière. Un musicien ou un comédien, c'est pas la même chose. Vous pouvez avoir une carrière qui se prolonge. On a des exemples extraordinaires de grands comédiens qui vont jusqu'à 90 ans. Je pense à Robert Hirsch, enfin des gens vraiment qui ont eu des carrières exceptionnelles, avec une grande longévité. Un danseur, c'est sûr qu'il y a, même si, voilà, il y a plein de danseurs qui dansent encore très tard, mais 1 an, c'est énorme pour un danseur. C'est énorme, et du coup, je crois, pour répondre à votre question, il y a cette urgence qui s'est installée. Donc, voilà, je pense je ne serais... Il y a l'avant-Covid et l'après, en tant que femme qui danse, si vous voulez. Oui, c'est ça. Je ne sais pas bien l'expliquer, mais en tous les cas, oui, il y a cette urgence, il y a cette... et puis même, la danse, c'est le mouvement, donc la danse, c'est la vie, la danse, c'est la respiration, donc c'est la vie. Donc il y a cette confrontation à tout ce qu'on a été vécu, on a tous perdu des amis, on a tous eu des gens malades autour de soi. Donc oui, on revient peut-être aux fondamentaux de la vie, à l'essence même de la vie, et du coup il y a voilà, peut-être ce cri d'urgence à donner. Qu'on vous retrouve en tout cas sur les... Mais alors je voudrais citer un de vos grands maîtres, Maurice Béjart. Oui. Un de vos grands maîtres qui dit la danse, mieux qu'aucun des autres arts, peut nous livrer l'essentiel des mythes. La danse n'a plus rien à raconter, elle a beaucoup à dire. Oui. Marie-Claude Pietragala, quelle est la différence entre raconter et dire, et en quel sens la danse peut nous dire quelque chose, et que nous dit-elle? Parce qu'on parlait d'urgence tout à l'heure, d'instinct, d'animalité, et puis la danse, elle est au cœur même de la cité. Le mouvement, l'énergie, je crois qu'elle a énormément... Pardon. Non, c'est pas grave. Voilà. Elle a énormément de... Ça, c'est moi, ça m'étonne toujours, la technologie qui se met à parler toute seule. Bref, voilà. Mais là, faisons parler la danse. Alors, c'est vrai qu'elle a énormément... Maurice disait, elle a plus rien à raconter, elle a à dire. Oui, à dire. Oui, je pense qu'elle a à dire notre société. On parlait tout à l'heure d'artistes citoyens. Je pense qu'elle a comment je dirais, à mettre le spectateur aussi face à un miroir, parce qu'en fin de compte, quand on est dans la salle et qu'on voit un spectacle, il y a aussi des choses qui sont en résonance vis-à-vis de notre propre expérience et de notre propre vie. Donc on est souvent touché, la plupart du temps, pas du tout de la même façon par rapport à le voisin qui va se trouver avec vous. On va se dire, moi j'ai été touché sur telle scène, et d'autres vont dire, moi j'ai préféré ça. Parce que ça a une résonance avec notre vécu et avec voilà, cette vie, cette société. Donc elle a peut-être à raconter, oui, parce que dans le mot raconter, il y a aussi, je ne sais pas ce qu'il a vraiment voulu dire, Maurice, mais peut-être qu'il y a plus une vérité à dire qu'à raconter quelque chose d'historique ou Parce que c'est vrai qu'on raconte une histoire alors qu'on dit quelque chose, peut-être comme vous dites, on va dire la vérité, peut-être. Oui, je pense que c'est au-delà de raconter une épopée, un exploit, c'est plutôt de mettre les gens face à leur propre miroir, quoi, avec une certaine vérité, parce que vous savez, quand on est sur scène, moi je dis souvent qu'on ne peut pas tricher parce qu'on est complètement à nu, on est dans une sorte d'arène avec un regard anonyme qui est le regard du public, et on est obligé, et on revient à Elizabeth Taylor, on est obligé d'être qui on est. Oui. Donc il n'y a pas d'artifice. Alors évidemment on s'appuie sur une technique, mais au-delà de la technique, il y a aussi cette faculté à se livrer. Alors c'est peut-être ça justement que Maurice a voulu dire. Il faut au-delà de tous les artifices,
Il faut être plutôt que paraître. Oui, voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on arrive à devenir vraiment qui l'on est, soi-même, en dansant, ou finalement on revêt un personnage, vous qui êtes chorégraphe, Oui. ou vos artistes, que leur conseillez-vous? Est-ce qu'ils arrivent à devenir eux-mêmes? Alors, j'essaye à travers le personnage qu'ils vont interpréter, de découvrir une couleur qu'ils portent en eux. Parce on a des multifacettes qu'on n'explore pas toujours et dont on n'est même pas conscient. Donc après, le chorégraphe, c'est à lui, par rapport à ces artistes, avec ce matériau incroyable, cet être humain, c'est d'arriver à non seulement à donner crédibilité au personnage, mais à lui donner corps et âme aussi. Donc je pense qu'il faut arriver à travers les contraintes d'être un personnage qui se trouve dans une situation donnée et qui interagit avec d'autres personnages, d'arriver à trouver une vérité. Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup. Je dis pas la vérité, parce que pour moi, ça n'existe pas. Je pense qu'il y a plusieurs vérités. Mais trouver, en tous les cas, sa vérité dans le processus de création, comment on s'approprie le personnage, comment, à l'intérieur de soi-même, on va creuser des choses très intimes pour justement le faire rejaillir et être au service de son personnage, ça c'est important. Vous parlez du corps et de l'âme. Alors juste avant de revenir sur le corps, puisque c'est quand même l'outil de travail. Oui, c'est ça, votre outil de travail. Vous parlez de l'âme. Oui. Quelle est l'âme de la femme qui danse? Vous, Marie-Claude Pietrangala, quelle est votre âme? Parce que anima animus en latin, c'est le mouvement, la mise en mouvement, d'accord? Donc on est mis en mouvement avec notre corps. Mais qu'est-ce qui nous permet d'être mis en mouvement? Je pense que c'est l'esprit, la spiritualité. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a cette connexion excessivement forte quand on danse, d'être entre le ciel et la terre, de s'enraciner dans la terre pour prendre sa force, son énergie, et pour pouvoir après la faire quelque part irradier et qu'elle devienne presque métaphysique. Enfin, c'est très compliqué à expliquer parce que ce sont des sensations qui sont excessivement personnelles. Dépasser la technique, je dirais dépasser le carcan de la technique pour tout d'un coup la maîtriser et justement faire part à sa part d'humanité quand on danse, je pense que c'est ça pour moi, le rapport à l'âme. C'est c'est pour ça que tout est connecté quand je parle que c'est beaucoup plus intéressant de voir une femme qui danse qu'une danseuse. C'est tout d'un coup, vous voyez l'âme de la personne, vous voyez l'essence qui la constitue, plutôt que la technicienne ou la virtuose. Alors vous avez utilisé un mot qui m'interpelle. D'une certaine manière, vous êtes platonicienne. Vous parlez de spiritualité, vous parlez de métaphysique. Platon, dans l'Antiquité, dénonçait les danseurs parce que pour lui, il y avait pas mal de paresse, il y avait assez peu d'êtres. Cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'il aimait la danse uniquement pour les fêtes religieuses. Et donc, il disait que la danse avait une dimension sacrée et métaphysique. En quel sens, alors, pour vous? Est-ce que la danse nous rapproche de l'au-delà? Je ne sais pas si vous croyez en Dieu ou d'une entité extérieure. Alors, peut-être que moi, je ne serais pas sur les religions, mais je serais plus effectivement sur le côté sacré. C'est là où je rejoins d'ailleurs beaucoup de chorégraphes qui en ont parlé d'eux déjà. Effectivement, il y a une sacralisation de la danse. C'est-à-dire que même, alors c'est très étonnant parce que même en tant que danseur, on n'a que des perceptions intimes de ce corps en mouvement. On n'a pas de projection de ce qu'on est sur scène. La scène sacralise l'artiste, la danse sacralise aussi l'artiste parce que pour avoir parlé avec beaucoup de comédiens ou de chanteurs, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'au-delà dans le mouvement.
Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que je vois beaucoup de techniques de comédiens, surtout des techniques anglo-saxonnes ou russes ou même asiatiques, qui travaillent beaucoup le mouvement quand ils sont comédiens. Donc voilà, en France, on dissocie un peu plus les choses malheureusement, mais il y a cette espèce de spiritualité dans le mouvement, comme si vous accédiez à une force divine, surnaturelle. Enfin, il y a quelque chose d'au-delà du rationnel. Oui. Vous voyez, parce que et encore une fois, pourquoi c'est irrationnel? Parce que si votre mouvement, alors je vais donner un exemple, si je monte le bras comme ça, bon, c'est un bras qui fait une ligne dans l'espace, Oui. bon, c'est bien, quoi. Mais si tout d'un coup j'y mets une élégance, un sentiment, quelque chose, c'est-à-dire que si tout d'un coup mon mouvement il est conduit par mon esprit, il est conduit, chaque mouvement doit être conduit par la pensée. Donc s'il est conduit par la pensée, tout d'un coup j'y mets une intention qui va au-delà d'un geste maîtrisé. Et tout d'un coup, c'est là où revient encore cette notion de cet être humain qui danse et qui apporte donc quelque chose de sacré, je dirais c'est pas si simple que ça à expliquer avec des mots, parce que c'est plutôt de l'ordre des sensations intimes. La sensation intime de faire le mouvement et la sensation intime de le recevoir. Parce que quand vous-même, quand vous recevez le mouvement d'un danseur, vous allez y apporter votre interprétation, votre ressenti, votre sensibilité. Et c'est pour ça que je dis que ça touche de l'ordre du divin, parce que tout d'un coup, on a la sensation que presque le mouvement nous dépasse. Par exemple, moi, quand je danse, des fois, moi j'aime beaucoup travailler sur la transe ou sur le mouvement perpétuel qui apporte ce que peuvent sentir les derviches tourneurs, par exemple, qui apporte la sensation d'intégrer le mouvement et que le mouvement devient vous et qu'après l'esprit part ailleurs. C'est-à-dire l'esprit est dans un état de transe pour peut-être même surdimensionner le mouvement. Enfin, donc c'est vrai que c'est très difficile à expliquer parce que c'est de l'ordre en même temps de l'organique et du spirituel. Il y a une communion, oui. Finalement. Il y a une unité peut-être alors. Il y a une unité parce que si vous voulez, on ne peut pas danser sans la pensée. Alors c'est extraordinaire Marie-Claude Pierre ce que vous dites, parce que c'était ma question, vous faites la transition avec ma future question. Le lien entre la philosophie et la danse. La philosophie, c'est l'amour de la pensée. Oui. Êtes-vous d'accord pour dire que la danse, ce serait l'amour de la pensée en acte? Est-ce que danser, c'est penser en acte? C'est penser en mouvement, oui. C'est ça. C'est penser en mouvement. L'amour, oui. Mais moi, je pense que la danse est une philosophie. Dans quel sens? Dans le sens que dans le sens que tout est mouvement. Donc, après votre regard sur les choses, sur la vie, sur le monde, vous le voyez d'un prisme différent. Le rapport qu'on a tous les deux, assis, il y a l'espace autour de nous. Il y a la façon dont on est situé physiquement dans la pièce. Quand vous êtes dehors et que vous voyez les gens marcher dans la rue, il y a ce qu'on appelle des chorégraphies de lignes. Et nous, tout de suite, on décrypte des choses peut-être que les gens ne font pas attention parce que c'est partie de leur quotidien. Par exemple, moi j'ai travaillé beaucoup avec Julien, on a travaillé beaucoup sur les gestes du quotidien. Ah oui. Prendre une tasse, boire, reposer, reprendre à toute vitesse, changer les choses, ranger. Tout d'un coup, c'est des chorégraphies qui s'inscrivent dans une gestuelle qui est une gestuelle usuelle, enfin qu'on fait tous les jours, la répétition du mouvement. C'est là où tout d'un coup, pour moi, tout est mouvement.
tout est mouvement, tout est vie, tout est respiration. Donc c'est pour ça qu'après, je dis, ça devient presque une philosophie de vie parce que c'est un état d'être, la danse. Je ne sais pas comment expliquer mieux que ça. C'est un état d'être. La danse ne s'arrête pas quand on part du studio. D'accord. La danse continue à être en vous, dans l'esprit, dans les pensées, dans votre façon d'être avec les autres, même si, voilà, je vais m'asseoir comme tout le monde, je vais me mettre à l'ordinateur, je vais travailler, mais il y a des choses qui se mettent en mouvement dans le cerveau, malgré vous. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on dit que souvent les artistes au sens large du terme regardent le monde d'un prisme différent. Oui. C'est que chacun, je pense qu'un peintre, c'est la même chose. Pour lui, tout est peinture, tout est couleur, tout est clair-obscur, tout est... Voilà, le musicien, tout ce qu'il entend dans la vie, tout est bruit, tout est musique, tout est rythme. Je pense que c'est un peu logique parce que c'est comme une déformation professionnelle où on se dit, voilà, on voit tout en mouvement, mais c'est vrai qu'en tous les cas, le cycle de la vie, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Voilà. Mais ce que vous dites me fait penser à Van Gogh, qui disait à son frère Théo devant ses œuvres, il lui disait, vois-tu Théo, ces œuvres sont celles que je n'ai pas pu exprimer par la parole. Oui. Est-ce que la danse, c'est ça finalement, la danse est peut-être plus forte que la parole? Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça fait déjà fausse. Ça fait bondir les comédiens ou les écrivains. Parce que j'ai toujours pensé... Alors moi maintenant, je me sers aussi dans la création, le théâtre du corps, c'est ça, c'est la fusion entre le théâtre, donc le texte et la danse. Mais j'ai toujours pensé qu'un geste pouvait être beaucoup plus fort qu'un mot. Je m'explique. Un geste a une direction, une vérité et un sens direct. Il n'y a pas... je donne toujours l'exemple, si je tends la main vers vous, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Voilà, il y a cette envie d'aller vers vous. Voilà. Un mot, la façon dont l'intonation, la façon dont vous allez vous arrêter pour le prononcer, la façon, si vous allez le dire très vite, si vous allez le dire avec calme. Par exemple, si je dis j'aime beaucoup votre interview, je sais, vous allez me dire, je ne sais pas si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas. Oui. Pourtant, je dis j'aime beaucoup votre interview. Alors que si je vous le dis en dansant, vous allez dire, bah oui, c'est vrai, elle aime. Donc, pour moi, il y a une vérité, voilà, il y a une vérité de l'instant qui surgit. Et à partir du moment où le mouvement, c'est l'instant qui surgit et qui jaillit, il y a toujours une force, pour moi, plus importante que le bois. Alors, je vais faire bondir tous les comédiens. Et en même temps, ce qui est intéressant dans le texte, c'est justement de pouvoir, avec une ponctuation ou avec quelque chose qui serait sous-jacent, détourner un mot, détourner une phrase. Voilà. La danse, après, vous pouvez, je dis par exemple sur le mot arabesque, sur une arabesque qui est un terme classique, qui est un mouvement défini par la technique classique. Ça peut être comme la tirade du nez de Cyrano. Vous pouvez faire une arabesque romantique, vous pouvez faire une arabesque avec violence, vous pouvez faire une arabesque classique, vous pouvez faire une arabesque qui va dégouliner, qui va être voilà, ou en slow motion. Enfin, vous pouvez faire une arabesque de différentes façons. C'est ça. Mais il y a quelque chose, il y a une force dans le mouvement qui fait que vous prêtez tout de suite attention. Vous êtes dans la rue, il y a quelqu'un qui vous dit « Pardon monsieur, bon, vous allez peut-être même pas prêter attention. » Si quelqu'un vient vers vous en dansant, là, vous allez dire, soit la personne est un peu déséquilibrée, je ne sais pas ce que je lui ai fait, soit, vous voyez ce que je veux dire, mais ça crée tout de suite l'intérêt. On se dit, on est captivé par le mouvement. C'est ça, d'où le corps est un langage, finalement. Le corps est un langage, absolument.
en tous les cas, le mouvement est un langage et c'est le premier langage de l'être humain. Donc c'est pour ça que c'est fantastique à travailler et c'est très perturbant aussi. Parce qu'on revient en source. Oui, c'est ça. Finalement, on a défini tout à l'heure l'âme, là on est en train de parler du mouvement, on est en train de parler du corps. Après avoir défini l'âme, quelle est votre première définition du corps? D'autant plus que nous sommes dans le théâtre du corps. Oui. Ben, le corps, c'est d'abord l'instrument du danseur. C'est complexe. C'est ce qui nous permet le contact avec l'autre. D'ailleurs, on en manque terriblement, hein, cette période-là qui est difficile de ne plus pouvoir reprendre les gens dans ses bras, de ne plus pouvoir les toucher. C'est la sensation aussi avec le monde qui nous entoure, avec la nature, avec les éléments. C'est le fait d'aussi, grâce à lui, de pouvoir être dans le dépassement de soi. Voilà, on parle des grands sportifs qui vont faire des choses incroyables, des gens qui vont monter des montagnes, qui vont faire des actes physiques extraordinaires. Mais tout ça, bien sûr, c'est pas que le corps qui va le faire. Évidemment qu'il y a l'esprit qui est là pour aussi guider. C'est une intelligence, par exemple, le corps. Oui. On a toujours l'impression que l'intelligence vient de l'esprit, mais le corps a son intelligence, le corps a sa mémoire. Je vais vous donner un exemple que les danseurs comprennent toujours très bien. Pendant très longtemps, vous interprétez, je vais vous donner un rôle que tout le monde connaît, Gisèle, le rôle romantique. Eh bien, vous l'avez interprété 10 ans, 15 ans. Quand vous écoutez la musique, vous arrêtez de le danser. Quand vous écoutez la musique, 10 ans après, vous vous rappelez de la chorégraphie. Ah oui. La musique entre dans le corps et le corps ressurgit le mouvement. Oui, c'est ça. Donc il y a une espèce d'inconscient qui va ressurgir. Le corps, c'est l'inconscient aussi. C'est l'inconscient, c'est-à-dire que moi souvent dans ma compagnie, ma technique est le théâtre du corps, parce que c'est la technique de notre travail et c'est aussi le nom de la compagnie. C'est que la plupart du temps, les personnages, les mouvements, le mouvement interprète l'inconscient des personnages. Et souvent, le corps dit beaucoup plus que ce que va dire le mot. Moi, je donne toujours l'exemple de nos politiques à la télévision. Quand vous voyez un discours, si vous coupez le son et que vous regardez que le corps qui parle, vous savez si la personne est pleinement dans l'action, si elle pense vraiment ce qu'elle dit, ou si... le corps ne peut pas nous trahir. Le corps ne peut pas trahir, le corps ne peut pas mentir. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est très déroutant pour les gens. Oui. Parce que moi, pour avoir travaillé avec des amateurs, des gens qui adorent la danse mais qui ne veulent pas en faire leur métier, et qui tout d'un coup se retrouvent dans le studio, et quand je leur donne un thème d'improvisation, et qu'au début ils sont un peu inhibés, ils n'osent pas, et puis tout d'un coup, je leur dis ferme les yeux, ils se laissent aller, tout d'un coup ils se surprennent à faire quelque chose qui les perturbe. C'est hyper intéressant ce que vous dites. Dites le corps ne trahit pas, il ne ment pas, donc il donne la vérité, ça revient à ce que vous disiez. Il offre la vérité finalement. Oui, en tous les cas, il offre sa vérité. Il offre sa vérité, et puis peut-être aussi son histoire. Oui. Parce qu'on s'est aperçu depuis des années qu'on travaille avec Julien sur justement l'inconscient, le corps narrateur, que le corps raconte, nous révèle énormément de choses sur nous, à travers la danse, à travers le mouvement, des choses qui vous ont constitué, ou même des choses qu'on a héritées, culturellement, religieusement, historiquement. Il y a des choses, des fois, moi j'appelle ça le sac à dos, qu'on traîne derrière nous, qui est lourd, et c'est un héritage qui ne nous appartient pas. Et tout d'un coup, je vais demander à un artiste de m'interpréter un personnage, et tout d'un coup,
il va y mettre une part de lui-même qui lui a été transmise. C'est intéressant ça. Malheureusement, Marie-Claude Pietragala, l'interview va bientôt se Oui. terminer. Cependant, deux questions. La première concernant la femme qui danse, l'homme qui danse. Est-ce que la danse ne met-elle pas en lumière, parce que vous qui êtes chorégraphe, vous faites les jeux Oui. des lumières, de l'obscur et de la clarté. Finalement, le corps, on le cache, nous sommes habillés, etc. Est-ce que finalement la danse ne nous aide pas à nous dénuder, c'est-à-dire à nous dévoiler. Dévoiler, dans le sens de Oui, dévoiler. oui, vous avez raison. En plus, on est dans une société judéo-chrétienne où on cache le corps. Le corps, pendant très très longtemps, a été proscrit. Voilà, fallait surtout alors, le corps de la femme en particulier. Oui, bien sûr que le corps met en lumière une vérité, une histoire, un inconscient, une part d'ombre et une part de lumière. C'est ça. Voilà. À partir du moment où on part sur l'inconscient, il y a des choses qui vont se révéler, qui font partie de vous, mais que voilà, qui n'ont pas été mises en lumière. Mais même dans le côté positif, hein, on n'est pas obligé de mettre que des choses noires dans l'inconscient. Oui, c'est pour ça que je trouve que pendant très très longtemps, un peu moins maintenant, le 21e siècle, j'ai eu l'impression que c'était le siècle du mouvement, le siècle où la danse va être à l'honneur. Mais pendant très très longtemps, la danse a toujours été le parent pauvre des arts. Oui. On a toujours considéré le théâtre, la littérature, la musique, la peinture, la sculpture comme des arts majeurs. Et puis la danse, ça faisait partie... voilà, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de cerveau, que c'était un corps qui était en mouvement, décoratif, ça, voilà, une sorte de divertissement agréable comme ça, voilà, entre deux repas, hein, entre deux plats, alors que c'est pas du tout ça. Alors que on voit d'ailleurs dans le travail de Nijinsky, on le voit dans le travail de plein de grands chorégraphes, qu'il y a cette représentation mystique forte, oui. Comme vous avez dit, sacrée, voilà, qui est l'essence même de cette représentation de corps en mouvement. Et est-ce que la danse, il y a la temporalité dans la danse, parce qu'un mouvement, oui. Finalement, est-ce qu'un mouvement fige le temps? Parce que... alors je pense que le fait de regarder un spectacle de danse peut vous figer le temps en tant que spectateur, c'est-à-dire que tout d'un coup vous êtes dans une bulle, vous êtes dans une parenthèse, ce qui est le cas aussi quand on est sur scène, mais non, justement, même si le mouvement est arrêté, le mouvement continue toujours. Le mouvement, il y a, vous dessinez dans un mouvement, vous dessinez des traits dans l'espace, vous dessinez quelque chose qui est infini. Donc il y a une espèce de continuité. Même quand on arrête un mouvement, même quand on a l'impression d'être statique, le mouvement continue. C'est extraordinaire, Marie-Claude Pietragala. L'interview, malheureusement, s'achève. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser. Une toute dernière question à tous les jeunes qui vous écoutent, à tous les jeunes qui viennent de passer des mois difficiles et la vie recommence, si je puis dire. Quel est le message d'espérance que vous pouvez leur offrir aujourd'hui ? Ah ouais, c'est vrai que pour la jeune génération, c'est important de croire, d'espérer, de rêver, d'imaginer. Nous, on a toute cette année qu'on a traversée, on a essayé avec Julien de se tourner vers la jeune génération et de se dire si on doit réinventer le monde, il faut commencer par la jeune génération. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un centre de formation par alternance, un CFA, qui va ouvrir ses portes au mois de septembre. À quel endroit? Qui sera ici, dans les locaux du Théâtre du Corps, et pour ouvrir une formation sur l'artiste pluridisciplinaire, avec une certification, l'équivalence d'un Bac+2, la certification sera l'artiste de théâtre corporel, donc par rapport au théâtre du corps, parce qu'on s'est dit que l'après-Covid va être compliqué pour les artistes, pour les danseurs en l'occurrence, et donc ce centre de formation qui est gratuit, qui est financé par l'État, permet non seulement
d'avoir une formation, mais aussi d'avoir une expérience chez un employeur, donc avec un contrat d'apprenti. Donc voilà, spécifiquement pour les danseurs, on a voulu créer quelque chose, une structure formatrice, mais plus généralement pour la jeune génération, j'ai envie de leur dire, malgré tout ce qui se passe, il faut toujours croire en ses rêves, il faut se projeter, il faut innover. Tous les gens qui ont du talent, il n'y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas. Moi, j'avais une maxime de Napoléon dans ma chambre. Mon papa m'avait mis ça quand j'étais toute petite. Au départ, je n'avais pas bien compris ce que ça voulait dire. Mais bon, je répétais ça un peu comme un mantra. Il disait, quand on veut fortement, constamment, on réussit toujours. Même si je ne sais pas ce que c'est que la réussite, en tous les cas, le fait d'entreprendre, le fait d'y croire, le fait de repousser les limites, de pousser des portes, de rêver. Si l'homme n'avait pas rêvé de voler, il n'aurait pas, construit des avions. Donc voilà, cette jeune génération, j'ai envie de dire, malgré tout ce qui nous est arrivé collectivement, là, il faut aller de l'avant. Allez de l'avant, les amis. Marie-Claude Pietringala, merci beaucoup. Allons de l'avant. À quel endroit pouvons-nous, à la réouverture de ces théâtres, à quel endroit pouvons-nous venir? Alors moi, je vous invite à venir au Théâtre de la Madeleine à partir du 23 septembre pour voir La femme qui danse. Voilà. Il y aura 22 représentations. Je serai du 23 septembre au 6 novembre. Voilà. Et peut-être plus parce qu'on envisage peut-être de projeter ça jusqu'au mois de décembre. Les amis, allons vite acheter nos billets pour aller voir Marie-Claude Pietringala. Merci infiniment de m'avoir reçu. Je terminerai par Nietzsche, une grande citation de Nietzsche qui dit « Il faut avoir une grande musique en soi si l'on veut faire danser la vie ». Marie-Claude Pietringala, je crois que vous avez cette grande musique en vous et vous faites danser la vie, vous continuez à nous faire danser. Merci pour ce moment de grâce que vous nous avez offert. Je vous en prie, avec grand plaisir. C'est une grande humanité. Merci pour cette passion que vous avez pour la danse. Vous êtes une grande femme qui danse. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.